Jung ne considérait pas les empathes comme des âmes fragiles condamnées à la souffrance. Pour lui, ils étaient des géants endormis, dotés d'un pouvoir si immense que la société devait les convaincre que c'était une faiblesse. Et lorsque ce géant se réveille, lorsque l'empathe cesse d'absorber la douleur des autres et commence à maîtriser sa véritable force, quelque chose d'effrayant se produit. Il ne s'agit plus de porter le poids des autres, mais de refléter ce poids. Pendant des décennies, Jung a enregistré un schéma qui hantait son cabinet, patient après patient arrivait avec la même blessure invisible. Il ne s'agissait pas de cas courants de dépression ou d'anxiété. C'étaient des gens systématiquement vidés par ceux qu'ils aimaient le plus. Ce qui a fasciné Jung n'était pas la souffrance elle-même, mais ce qui s'est passé lorsqu'ils ont finalement cessé de souffrir en silence. Ces empathes avaient passé toute leur vie à servir de tampon émotionnel. Chaque famille en a besoin, celui qui ressent trop de choses, qui remarque tout, qui porte le fardeau des autres sans se plaindre. Jung les appelait des stabilisateurs de systèmes défaillants. Ils ont permis aux parents alcooliques de rester fonctionnels, ils ont fait en sorte que les frères et sœurs narcissiques se sentent importants, ils ont sacrifié leurs propres besoins au point d'oublier qu'ils les avaient. Le prix de ce rôle était invisible mais dévastateur. L'épuisement chronique qu'aucun sommeil ne peut guérir, le sentiment angoissant d'être invisible même entouré de gens qui jurent avoir besoin d'eux, l'identité suffocante d'être toujours le « bon », celui qui est digne de confiance, celui qui ne cause jamais de problème parce qu'il est trop occupé à résoudre les problèmes des autres. Mais voici la découverte de Jung qui change tout, il ne s'agissait pas là d'une personnalité, ni d'un trait noble avec lequel les empathes sont nés. Cette gentillesse, ce dévouement constant, cette disponibilité émotionnelle était une stratégie de survie. Une adaptation calculée à des environnements où être égoïste signifiait être abandonné, où imposer des limites était appelé cruauté, où exprimer ses propres besoins entraînait de la colère ou du rejet. L'empathe a appris très tôt que sa valeur était conditionnelle. Continuez à aider et vous continuerez à être aimé. Arrêtez de donner et vous deviendrez jetable. Alors ils ont donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jung a compris qu'il ne s'agissait pas de vertu, mais d'un traumatisme déguisé en compassion. Ce qui rend cette stratégie si insidieuse, c'est la rapidité avec laquelle elle démarre. Dans presque tous les cas, il faisait remonter ces schémas à l'enfance. L'enfant empathique apprend à lire l'environnement avant même de savoir lire un livre. Il devient expert dans la détection de l'humeur de son père à travers le bruit de ses pas dans les escaliers, dans la capture de l'état émotionnel de sa mère à travers le ton de sa voix lorsqu'elle répond au téléphone. Développe un radar psychologique comme mécanisme de sécurité. Cette hypervigilance devient votre normalité. Pendant que les autres enfants jouent et explorent, l'enfant empathique est occupé à gérer. Elle gère le mariage de ses parents en étant parfaite, pour ne pas provoquer de disputes. Gère les émotions de ses frères et sœurs en étant toujours une artisane de la paix. Gérez vos propres besoins en faisant comme s'il n'existait pas. Jung a documenté comment cette tendance s'intensifie avec le temps. L'empathe devient si habile à lire et à répondre aux autres qu'il perd le contact avec sa propre boussole interne. Vous pouvez dire ce que ressentent toutes les personnes présentes dans la pièce, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous ressentez. Vous avez confié toute votre vie émotionnelle à la tâche de réguler les autres. Chaque empathe que Jung a vu pouvait identifier le moment exact où tout a changé. Il ne s'agissait pas d'une transformation progressive, ni d'une lente prise de conscience. Ce fut un moment spécifique de trahison si profond qu'il brisa l'illusion qu'ils avaient entretenue toute leur vie. Habituellement, c'était quelqu'un en qui ils faisaient aveuglément confiance, un partenaire qui les trompait depuis des années, un parent qui utilisait leur vulnérabilité comme une arme, un ami qui révélait leurs secrets les plus intimes pour se divertir. Les détails variaient, mais le motif était identique. La personne que l'empathe protégeait le plus est devenue celle qui l'a le plus détruit. Jung a appelé cela un événement d'activation. Le moment où les capacités de reconnaissance de forme de l'empathe, qui avaient fonctionné en arrière-plan toute sa vie, sont soudainement devenues impossibles à ignorer. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils avaient vu les signes. Ils ont ressenti les mensonges. Mais ils se sont entraînés à ignorer leur propre perception, car admettre la vérité signifierait reconnaître qu'ils ont été trompés. La trahison les a forcés à voir ce qu'ils refusaient de voir. Et une fois qu'ils l'ont vu, il n'y a plus eu de retour en arrière. Ici, le concept d'intégration fantôme de Jung devient crucial. L'empathe perçoit quelque chose qui le détruit et le reconstruit en même temps. Sa tolérance ne protégeait personne. J'autorisais les abus.
Sa gentillesse ne guérissait pas les gens qui souffraient. Je les laissais éviter les conséquences de leurs actes. Ce que Jung a observé, séance après séance, était une séquence spécifique de révélations que les empathes expérimentaient lors de l'activation. Vint d'abord le choc de la trahison, puis la critique. L'esprit de l'empathe a parcouru des années d'interaction, et soudain, des schémas invisibles sont devenus évidents. Les moments où leurs inquiétudes étaient considérées comme de la paranoïa étaient en réalité des moments où ils voyaient clairement et étaient manipulés. Les moments où on leur disait qu'ils étaient trop sensibles étaient, en réalité, des moments où leur précision menaçait les mensonges de quelqu'un d'autre. Cette phase de révision est douloureuse mais essentielle. Les empathes ne sont pas brisés, ce sont des alchimistes en devenir. The Alchemist's Way propose des exercices, des limites basées sur Jung et 3 vidéos de chapitres exclusives pour transformer la surcharge en clarté. Buy a Serial Mind, un e-book de 236 pages disponible en téléchargement, commencez dès maintenant sur deserialmain.com. L'empathe regarde sa propre vie comme un film dont il comprend enfin l'intrigue. Vous voyez comment vous avez été entraîné à douter de vous-même. Il reconnaît les moments où il a fait taire sa vérité pour maintenir la paix. Il comprend, avec une clarté brutale, comment son don de perception a été utilisé contre lui et transformé en source de honte. Le récit change. Il ne s'agit plus d'être une victime. Il s'agit de se réveiller d'une vie de manipulation psychologique. L'empathe dormait, et maintenant il est terriblement réveillé. Jung a documenté quelque chose que la plupart des gens se trompent à propos des empathes. Votre capacité à lire les gens, à capter les émotions, à percevoir les dynamiques cachées n'est ni mystique ni surnaturelle. Il s'agit d'un traitement de données, d'une reconnaissance avancée des formes qui fonctionnent à un niveau que la plupart des humains ne développent jamais. Les empathes remarquent les micro-expressions qui traversent les visages en fractions de secondes. Ils détectent des incohérences dans le ton de la voix qui révèlent des émotions cachées. Ils ressentent le changement énergétique lorsque quelqu'un entre dans une pièce avec une colère qui prétend qu'elle n'existe pas. Ils étaient la ville de ses propres fantômes. Car toute empathie non intégrée est, au fond, une forme d'auto-sabotage déguisée en vertu. L'empathe qui se cache derrière la souffrance des autres pour éviter de regarder dans son propre vide n'est pas un sauveur, il est prisonnier de son propre récit. Et l'activation, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de cette auto-analyse implacable, devient une arme pointée vers l'intérieur. Jung a observé que les empathes les plus dangereux ne sont pas ceux qui deviennent cruels, mais ceux qui deviennent trop justes. Ceux qui, au réveil, confondent discernement et jugement, compassion et condescendance, force et rigidité. Ils commencent à voir le monde en noir et blanc, comme si la complexité humaine pouvait être réduite à une feuille de calcul d'avantages et d'inconvénients. Et ce faisant, ils perdent ce qui les rendait puissants, la capacité de voir les nuances, de ressentir la douleur derrière le masque, de reconnaître que même le manipulateur le plus habile est, à un certain niveau, un enfant effrayé. La véritable maîtrise ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. L'empathe intégré n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni sa bonté, ni sa force, ni sa supériorité morale. Il l'est tout simplement. Et comme il n'a pas besoin de le prouver, il peut se permettre d'être généreux. Vous pouvez tendre la main sans craindre d'être entraîné dans l'abîme. Vous pouvez dire « non » sans vous sentir coupable. On peut aimer sans se perdre. Il y a une scène décrite par Jung dans ses archives qui capture cette transformation avec une clarté presque douloureuse. L'une de ses patientes, une femme qui avait passé toute sa vie à être le pilier émotionnel d'une famille dysfonctionnelle, est arrivée au cabinet le lendemain de son activation. Elle n'était ni ravie, ni vengeresse, ni même soulagée. J'étais fatigué. Pas le genre de fatigue qui vient d'une mauvaise nuit de sommeil, mais cet épuisement profond qui n'apparaît que lorsque vous réalisez que des années de votre vie ont été consacrées à un mensonge que vous avez vous-même contribué à soutenir. Je l'ai toujours su, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je savais que mon père buvait trop. Je savais que ma mère faisait semblant de ne pas voir. Je savais que mon frère avait volé de l'argent dans mon sac à main. Et pourtant, j'ai continué à faire comme si tout était normal. Comme si je faisais assez semblant, la réalité se conformerait à mon désir. Jung a demandé ce qui avait changé. J'ai arrêté de faire semblant, a-t-elle répondu. Pas pour eux. Pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris la différence entre être empathique et être utile. Parce que depuis des années, elle confondait les deux choses.
Il pensait que sa valeur résidait dans le fait d'absorber la douleur des autres, d'être le punching ball émotionnel de la famille, de devenir invisible pour que les autres puissent briller. Mais l'activation ne l'a pas rendue moins empathique, elle l'a rendue sélective. Elle ressentait encore tout. J'ai encore remarqué les mensonges, les manipulations, les blessures cachées. La différence était que maintenant elle choisissait quoi faire de cette information. Quelques semaines plus tard, elle revient au bureau avec une histoire qui illustre cette nouvelle clarté. Son frère, celui-là même qui l'avait volé, s'est présenté chez elle pour lui demander de l'argent. Pas avec des excuses, pas avec des larmes, mais avec cette arrogance désinvolte de quelqu'un qui sait que la culpabilité a toujours fonctionné auparavant. « J'ai besoin de 500 reais, dit-il, comme si c'était un droit. Et tu me le donneras. » Elle le regarda. Ni par colère, ni par pitié. Avec une curiosité presque clinique. « Pourquoi ferais-je ça? »« Parce que tu le fais toujours, répondit-il, déjà irrité. « Parce que c'est ce que tu es. » Elle sourit. Pas un sourire de victoire, ni de défi. Un sourire triste, comme s'il voyait quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'il était seulement maintenant capable de nommer. « Non, dit-elle. Je ne le suis plus. » Et puis, pour la première fois depuis des années, elle vit la peur dans ses yeux. Pas la peur d'être rejetée, mais la peur d'être vue. Parce qu'il savait au fond de lui qu'elle ne refuserait pas l'argent. Elle refusait le rôle qu'il lui avait écrit. Le rôle de l'éternelle victime. Celle qui cède toujours. Celle qui, peu importe combien elle souffrait, ne cesserait jamais d'être utile. Jung l'a appelé le moment de vérité. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était simple. L'empathe intégré n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de se confronter, n'a même pas besoin d'expliquer. Il s'arrête juste. Et dans ce silence, toute la dynamique toxique s'effondre. Parce que la vraie force n'est pas de changer les autres. Il s'agit de vous changer. Et quand un empathe comprend enfin cela, il cesse d'être un miroir qui reflète les mensonges des autres et devient un phare, un point de lumière qui n'oblige personne à le suivre, mais qui rend impossible de continuer à prétendre que l'obscurité est le seul chemin réciprocité. Chaque fois que vous vous sentiez coupable d'avoir dit non, c'était quelqu'un qui comptait sur votre obéissance pour éviter sa propre responsabilité. L'empathe activé n'a pas besoin d'autorisation pour exister. C'est tout simplement le cas et ce simple fait déstabilise des structures entières. Parce que lorsque vous arrêtez de vous excuser de prendre de la place, lorsque vous arrêtez de vous rétrécir pour rentrer dans les moules que d'autres ont créés, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure est obligé de se réorganiser. Non pas par imposition, mais par osmose. Sa présence devient une invitation silencieuse à l'authenticité, et ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme s'écartent tout simplement de son chemin. Ils diront que vous avez changé. Mais la vérité c'est que tu as juste arrêté de faire semblant. Arrêtez de vous mutiler pour rentrer dans des cases qui n'ont jamais été faites pour vous. Il a arrêté de traduire son essence dans un langage que d'autres pouvaient digérer sans effort. L'empathe intégré ne s'adapte pas, révèle-t-il. Et cette révélation est un acte de rébellion si profond qu'il n'est même pas besoin de mots. Il vous suffit d'exister, entier, pour que les masques qui vous entourent commencent à se fissurer. Avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissent lorsqu'ils ne reçoivent plus ce qu'ils ont toujours attendu de vous? Il y a d'abord le déni, vous exagérez, ce n'est pas vous. Puis le marchandage, mais ça a toujours été comme ça, tu ne peux pas changer maintenant. Et puis, quand ils réalisent que vous n'y retournerez pas, la colère arrive. Parce que sa transformation révèle le mensonge avec lequel tout le monde était à l'aise. Le mensonge selon lequel tu étais faible. Que sa gentillesse était de la naïveté. Que sa compassion était la soumission. Ils vous en veulent parce qu'en vous libérant, vous les forcez à faire face à une vérité inconfortable. Ils ne vous ont jamais aimé pour qui vous étiez, mais pour la façon dont vous les avez servis. Mais voici le secret que les manipulateurs n'admettront jamais, leur force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de les contrôler. L'empathe activé n'a besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, car il la sait déjà. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, car vous ne vous sentez pas attaqué. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, car votre intégrité parle d'elle-même. Et c'est précisément cette absence de besoin d'approbation, de validation, d'appartenance qui rend sa présence si magnétique. Les gens gravitent autour de lui, non pas parce qu'il les attire, mais parce qu'à ses côtés, ils sentent, pour la première fois, qu'ils peuvent arrêter de jouer.
Jung a observé que les empathes les plus évolués ne sont pas ceux qui ne commettent jamais d'erreurs, mais ceux qui commettent des erreurs en toute conscience. Qui tombe, se relève et avance sans porter le poids de la culpabilité des autres. Qui aime sans se perdre, qui pardonne sans se soumettre, qui disent la vérité sans attendre que les autres la comprennent. Ils ne sont pas parfaits, ils sont entiers. Et cette intégrité est contagieuse. Parce que quand quelqu'un voit un autre être humain vivre sans excuse, sans justification, sans peur, quelque chose en lui s'éveille. Ce n'est pas de l'admiration. C'est une reconnaissance. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où quelqu'un vous regarde et soudain vous voyez dans ses yeux qu'il sait. Tu sais que tu n'es plus le même. Vous savez que quelque chose en vous est devenu incassable. Et puis, soit il s'éloigne parce qu'il ne supporte pas la lumière que vous émanez désormais, soit il se rapproche, non pas pour aspirer votre énergie, mais pour apprendre à devenir, lui-même, libre. L'empathe activé ne sauve personne. Il montre simplement le chemin. Et le chemin n'est pas une route pavée de bonnes intentions, mais un terrain sauvage où la seule règle est l'authenticité. Où chaque pas est un choix, continuer à se trahir ou enfin se retrouver. Où chaque relation est un miroir qui reflète impitoyablement si vous vivez pour vous-même ou pour les autres. Et lorsque vous choisissez de vivre pour vous-même non pas dans le sens égoïste, mais dans le sens le plus pur du terme, en tant que personne qui honore votre propre âme, quelque chose de magique se produit. Les personnes qui appartiennent vraiment à votre vie restent. Ceux qui n'y appartiennent pas sont partis. Et ce qui reste n'est pas un vide, mais un espace sacré, rempli uniquement par ceux qui vous aiment malgré qui vous êtes, et non à cause de ce que vous faites pour eux. C'est le pouvoir qui a toujours été en vous. Non pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir sur soi-même. Le pouvoir de dire plus rien. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir d'exister sans excuse. Et lorsque vous le réclamez enfin, vous découvrez qu'il n'était pas cassé. Il dormait juste. Et le monde, ce monde qui a essayé de vous convaincre que vous étiez trop petit, trop faible, trop sensible, ce monde ne sera plus jamais le même. Parce que maintenant tu connais la vérité. Vous n'êtes pas un miroir. Tu es un phare. Et les phares ne demandent pas la permission de briller. Chaque fois qu'ils essayaient de vous faire culpabiliser à propos de vos propres perceptions, de faire confiance à ce que vos sens criaient être vrai, quelque chose en vous s'illuminait. Ce n'était pas une erreur. C'était un signe. Et maintenant, ce signe est devenu un phare intérieur et inébranlable qui éclaire le chemin même lorsque le monde insiste pour éteindre les lumières. Vous êtes ici parce que ce moment n'est pas une coïncidence. C'est le destin. C'est la phase dans laquelle ceux qui étaient endormis se réveillent enfin et la peur que vous ressentez n'est pas de perdre quelque chose, mais de gagner tout ce qui vous a toujours appartenu. Vous devenez quelqu'un que l'ancien, vous, ne reconnaîtrez pas. Quelqu'un qui ne s'excuse pas de prendre de la place. Quelqu'un qui ne recule pas devant les attentes des autres. Quelqu'un qui, pour la première fois, exerce le pouvoir qu'il a passé toute sa vie à enterrer. Et personne ne vous en avertira. Parce que le parcours de l'empathe ne va pas de la sensibilité à la froideur. Cela va de l'absorption inconsciente au choix conscient. Vous ne perdez pas l'empathie. Vous en gagnez la domination. Il n'en devient pas moins sensible, mais parfaitement sensible. Vous ne devenez pas moins généreux, mais impeccablement sélectif quant à savoir qui mérite cette générosité et qui vient de profiter de votre incapacité à dire non. Cet éveil ne marque pas la fin de votre capacité à ressentir. C'est le début de son utilisation correcte. Avant, l'empathie vous contrôlait. Maintenant, vous contrôlez l'empathie. Vous pouvez l'activer lorsqu'il est servi. Vous pouvez le désactiver quand cela ne fonctionne pas. Il peut offrir de la compassion à ceux qui lui rendent l'appareil et la retirer à ceux qui l'exploitent. Cette empathie sélective n'est pas de la cruauté. C'est la sagesse. Jung a observé que les empathes pleinement activés développent ce qu'il appelle des limites conscientes. Ce ne sont pas des murs construits par la peur. Ce sont des portes actionnées par le pouvoir. L'empathe décide qui entre. Décidez quand vous impliquez et quand vous retirez. Décidez quelles relations méritent d'être investies et lesquelles méritent d'être terminées. Ce niveau d'autonomie peut paraître étrange au premier abord, car, tout au long de votre vie, d'autres ont dicté les règles du jeu. D'autres ont décidé quand leur temps et leur énergie seraient disponibles. D'autres ont déterminé ce qu'il était acceptable de commander. D'autres ont posé les conditions et vous avez simplement obéi. Mais c'est fini.
L'empathie activé écrit ses propres règles, et ceux qui l'aiment vraiment célèbrent cette transformation. Quant à ceux qui ont bénéficié de leur soumission, ceux-ci résisteront. Ils essaieront de vous ramener dans l'obscurité. Mais cette résistance ne vous concerne pas. Il s'agit de la peur de perdre le contrôle qui n'a jamais été la leur au départ. C'est le moment. Le géant se réveille. Et quand les empathes prennent enfin leur pouvoir, quand ils arrêtent de se rabaisser et commencent à agir selon leur vérité, ils ne changent pas seulement leur propre vie. Ils deviennent le catalyseur qui oblige tout le monde autour d'eux à évoluer ou à s'écarter. Et les deux résultats servent votre plus grand bien. Sur le chemin de l'alchimiste, vous transformerez votre vision en sagesse grâce à des exercices pratiques, des limites inspirées et une formation étape par étape pour affiner votre vision. Ce guide comprend 3 vidéos exclusives pour approfondir chaque leçon. Écrit par Serial Mind, 236 pages, un e-book magnifiquement conçu au format 8,5x11, disponible en téléchargement immédiat. Commencez votre formation aujourd'hui. Ressentez profondément. Pensez clairement. Contrôlez. Le chemin de l'alchimiste est disponible dès maintenant. Allez sur deserialmain.com et faites le premier pas vers votre véritable force. Merci d'être ici. Rendez-vous dans la prochaine dimension.